c'est la première fois qu'on arrive à présenter ce modèle de la prise en charge du substrat par la machinerie de sécrétion et qui, on va dire de façon schématique, est reconnue donc, par la protéine transpériplasmique, donc finalement qu'on avait toujours bien représenté. C'est la première qui intervient et qui interagit avec le substrat. Et elle ferait en fait, cette protéine transpériplasmique, une cage autour de la sécrétine, donc le port de membrane externe. Ensuite, il va y avoir un transfert du substrat, donc de celle-ci à la partie périplasmique qui constitue déjà une forme de porte qu'on a appelée le vestibule. Et donc le substrat va commencer donc, à interagir avec le bas du porc. Et c'est là que l'interaction avec le pseudopilus a été intéressante à venir intégrer dans le processus, parce que effectivement, à ce moment-là, le substrat interagit avec le pseudopilus et l'idée que celui-ci agirait comme un piston pour faire progresser le substrat à l'intérieur du porc semble pouvoir avoir lieu selon ces interactions donc, qui sont donc successives entre substrat et composant, voire composant à composant. Voilà, mais je vous invite à aller à sa thèse si vous voulez plus de détails. Alors, deuxième partie sur la machinerie de sécrétion de type 3. Alors, celle-ci, en général, vous la connaissez parce que la première fois qu'elle a été découverte, c'est chez les bactéries du genre Yersinia, donc l'agent de la peste. Et c'est effectivement ces machineries, donc la bactérie est là, qui permettent d'injecter directement au contact des cellules hôtes des effecteurs toxiques dans les cellules. Donc, chez Pseudomonas, on en a 4 qui s'appellent exo S, T, Y et U. Ce qu'on sait, c'est que cette machinerie de type 3, donc toujours dans le contexte de l'infection aiguë, permet à la bactérie donc, une survie extracellulaire. Parce que je ne l'ai pas encore précisé, mais Pseudomonas aeruginosa est une bactérie qui reste à l'extérieur des cellules quand elle est pathogène, donc un pathogène extracellulaire. Et pour permettre cette survie extracellulaire, donc il va y avoir une action antiphagocytaire contre les macrophages. Certains effecteurs vont même entraîner l'apoptose de ceux-ci. Et pour ce qui concerne des cellules épithéliales, donc qui sont non phagocytaires, on sait que certaines d'entre elles peuvent permettre l'internalisation de bactéries, une action d'anti-internalisation sur ces cellules non phagocytaires. Et d'autre part, et c'est là où ça va nous intéresser, c'est que parmi ces effecteurs, il y a ceux qui sont responsables de la cytotoxicité très importante dont je vous ai parlé en phase aiguë et dont je vais plus rentrer en détail. Donc cytotoxicité directe ou parce qu'induisent un stress oxydatif avec des radicaux qui sont toxiques pour l'épithélium. Alors, l'effecteur que j'ai choisi de vous présenter est ExoMu. C'est la cytotoxine du type 3 la plus puissante chez Pseudomonas aeruginosa. Donc ici, c'est pour vous présenter, donc ça, c'est pas des travaux qui viennent de notre groupe, s'il s'agit d'une couche de cellulella donc à faible grossissement. Et ce qu'on s'aperçoit, quand on infecte ces cellules-là avec une souche de Pseudomonas aeruginosa, donc là c'est la souche PA101, très rapidement, en même pas une heure d'infection, on voit des grandes plages de lyse qui apparaissent. Donc les cellules-là sont lysées. Quand on a un mutant exo-U, on ne revoit pas ce phénomène de lyse, et quand on complémente en trans, ces plages de lyse apparaissent. Donc très, très rapidement, on s'est aperçu que c'était le caractère cytotoxique le plus important lié au type 3, c'était reposé sur ExoMu. Ici, c'est une autre approche sur les cellules CHO. Là, c'est plus dans un contexte d'infection, c'est dans des transfections. Donc, la protéine ExoMu a été directement produite dans les cellules CHO. Et lorsqu'elle est produite, c'est ici, en présence de bromure d'éthidium, il y a une coloration de l'ADN des cellules qui montre bien que celles-ci ont été lysées. Et là où je vais arriver doucement à ce que je voulais vous présenter, c'est quand les gens ont eu l'idée de travailler sur des levures, ils se sont aperçus que là encore, lorsqu'on produisait ExoMu dans les levures, on avait ce caractère cytotoxique, mais surtout, ils se sont aperçus, donc là il y a des belles flèches blanches, qu'il y avait au niveau de la membrane des genres de vésicules qui apparaissaient, donc il y avait un effet clair de ExoMu au niveau des membranes des levures. Donc du coup, les gens sont retournés sur le gène et la protéine et se sont aperçus qu'en fait ExoMu avait une diade catalytique, donc un site catalytique très particulier et qui est celui donc des patatines. Donc les
patatines, je vous ai dit, protéines de pommes de terre, qui sont des phospholipases, mais que dès 2004, certains chercheurs se sont aperçus qu'elles étaient représentées largement dans les génomes de bactéries en interaction avec des cellules eucaryotes. Il pouvait s'agir de pathogènes comme de symbiotes. Et ces patatines, chez la pomme de terre et chez d'autres végétaux, sont des phospholipases à 2. Et effectivement, donc ces PLP bactériennes pourraient être une nouvelle famille d'enzymes lipolytiques chez les bactéries. Alors ici un schéma pour vous présenter pourquoi on dit diade, parce que l'activité patatine repose sur une sérine et un aspartate catalytique. Et chez celle des bactéries, on retrouve ces 4 blocs ici représentés par ce code couleur. Alors, Exolu a été en fait la première patatine bactérienne qui a été caractérisée. Et moi, ce qui m'a interpellée donc, au moment où elle avait été découverte, c'est que finalement, si on sait que c'est l'un des facteurs cytotoxiques majeurs de Pseudomonas aeruginosa, elle n'est pas présente dans toutes les souches, et notamment pas dans tous les isolats cliniques. Il y a à peine un tiers des souches qui ont ce facteur toxique. Donc l'idée, la question qui m'a taraudée, c'était, et alors qu'est-ce qui se passe dans les souches où il n'y a pas Exolu? Donc on est revenu sur notre souche de référence au laboratoire, qui est PA1, qui ne possède pas Exolu. Et par une approche in silico de base, on s'est aperçu, donc c'était avec un étudiant en thèse, qu'il y avait 4 homologues à Exolu chez Pseudomonas aeruginosa. Au cours de sa thèse, donc c'est Richard Salacha qui est maintenant en postdoc, s'est aperçu que PLPA, PLPB et PLPD étaient sécrétés. On est quand même revenu à nos premières amours et à la sécrétion. Et notamment pour PLPD, on a pu montrer que cette protéine empruntait une voie de sécrétion, c'était une branche de la voie de sécrétion numéro 5, dont elle était le premier exemple, et donc ce qui nous a permis de baptiser cette voie type 5D. Alors c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les travaux sur PLPA qui sont maintenant menés par une étudiante en thèse qui s'appelle Aurélie Laubier et via un financement de l'association de lutte contre la mucoviscidose française qui s'appelle la VLM. Et quand on a commencé en fait à faire des travaux plutôt d'infection sur cellules avec PLPA, on s'est aperçu, on s'attendait avec Exolu à ce que c'est un caractère très toxique, on a eu l'inverse, c'est ce que je vais vous présenter après. Donc on s'est aperçu que PLPA en fait protégerait les cellules épithéliales et les macrophages, je vais vous montrer les résultats qui ont été obtenus. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas tombé sur une nouvelle famille de facteurs de virulence? Alors ces résultats, donc là c'était sur des macrophages murins, donc les macrophages RAW. On a construit bien évidemment un mutant PLPA. Alors si je vous montre, je vais vous demander de regarder ici les deux colonnes ici, une infection par une souche sauvage ou par un mutant PLPA, lorsqu'on compte la mortalité des macrophages pour une coloration en bleu tripant, on s'aperçoit que la mortalité, elle est ici représentée pour le mutant PLPA, est plus importante que pour la souche sauvage. Donc ça veut dire que quand PLPA est présente, elle réduit la cytotoxicité, enfin la mortalité des macrophages. De la même façon, quand on a regardé la cytotoxicité par un essai de libération de LDH par les macrophages après l'infection, là encore on s'est aperçu que dans le cas d'une infection avec le mutant PLPA, on avait un caractère plus cytotoxique sur les macrophages par rapport à la souche sauvage. Dans les deux cas, ici ce sont des expériences de complémentation de la mutation, soit avec la forme sauvage, soit avec la forme A étoile, qui est un mutant de la sérine catalytique, donc de la diade patatine de PLPA. On s'est aperçu que l'activité de PLPA nécessitait sa diade catalytique. Donc cet effet cytoprotecteur dépend de l'activité patatine. Alors aujourd'hui, on ne s'explique pas vraiment comment expliquer cet effet cytoprotecteur. On sait par exemple, donc là c'est les manips sur les macrophages, que peut-être avoir un petit peu d'inflammation au départ, on sait que l'inflammation peut avoir des effets néfastes sur l'épithélium et qu'on sait que Pseudomonas s'attache plus facilement à un épithélium qui présente des dommages, ou quand il s'agissait des cellules épithéliales elles-mêmes, ça pouvait être un moyen pour Pseudomonas aeruginosa de protéger sa niche. Et l'année dernière, en fait, il y a eu une petite note dans PLOS Pathogens de
Brett Findlay, notamment, qui a justement mis en exergue dans la littérature des cas de protéines qui sont des facteurs de virulence, mais qui, au contraire, protègent leur hôte. Et on arrive à cette notion pour des bactéries extracellulaires, parce que pour ceux qui travaillent sur des bactéries intracellulaires, c'est clair que les bactéries, pour rentrer et survivre à l'intérieur, ne peuvent pas avoir un effet délétère et toxique sur les cellules qu'elles envahissent, alors que chez les extracellulaires, souvent, c'est le but. Et donc, on arrive à l'idée que pour contrôler de façon fine la virulence, les bactéries extracellulaires peuvent avoir des facteurs de virulence agressifs comme des facteurs de virulence qui protègent l'hôte. Donc, à suivre avec la suite de la thèse d'Aurélie. Alors, je vais passer à la troisième partie des travaux qui concernent la dernière machinerie de sécrétion qui a été trouvée chez les bactéries gram-négatives, donc le type 6. Je vous ai dit qu'il était présent en trois copies chez Pseudomonas aeruginosa. Alors, dans la littérature, pour l'instant, on a de la chance, il n'y a que des résultats sur le système numéro 1, et nous, depuis, on s'intéresse au numéro 2. Et on sait que ce système de type 6 permet la sécrétion de 3 toxines. Et ce qui a jeté un grand pavé dans la mare l'année dernière, c'est qu'ils se sont aperçus que ces toxines sont actives contre d'autres bactéries. En fait, c'est des armes de bactéries contre d'autres bactéries. Donc ça ouvre l'idée que puisse être important dans le cas d'infection avec plusieurs types de microbes. Et ce qu'on sait, c'est que ce système du type 6 numéro 1 est régulé comme les composants du biofilm, donc les infections chroniques, et ça pose l'idée actuelle qu'on ait besoin de ce système de type 6 et de la sécrétion de ces 3 toxines dans le cadre de l'infection chronique. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse au numéro 2, et pour l'instant, il n'y a pas de données. Donc hormis celle que je vais vous présenter maintenant, de Thibaut Sana, qui est en thèse au laboratoire. Donc dans un premier temps, on est parti de zéro, donc on s'est dit déjà, on va chercher à savoir comment est exprimé les gènes, comment sont exprimés les gènes dans cette machinerie de type 6. Donc pour ce faire, une approche assez basique de fusion transcriptionnelle avec le gène rapporteur et de regarder l'expression des gènes. Alors là, l'expression de la fusion du promoteur de la machinerie 2 est représentée ici. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation de l'expression. Et cette augmentation de l'expression, donc ça fait une expression biphasique. On s'est aperçu, ici c'est la DO600, donc la courbe de croissance, que ça intervenait à l'entrée en phase stationnaire. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du quorum sensing et je vous ai dit que c'est un mécanisme d'expression qui commençait à induire le système à l'entrée en phase stationnaire. Donc on s'est dit, peut-être que ça signifie que les gènes du type 6.2 sont régulés par quorum sensing. Donc on est passé dans les souches mutantes des 2 systèmes de quorum, donc le système REL et le système LAS. On s'est aperçu qu'effectivement, on n'avait pratiquement plus d'expression dans ces mutants, et quand on complémentait en trans, on restaurait l'activité. Donc que vraisemblablement, ce système était régulé par quorum sensing. Donc si ici, ce que je vous présente, c'est une analyse bioinformatique de la région, donc en amont du cluster de gènes de type 6.2. Et dans cette région, effectivement, sont prédites 3 copies de boîtes -10 et -35 caractéristiques des promoteurs bactériens de type sigma 70. Et notamment sur le deuxième, ce qui nous a intéressé, la boîte, le consensus de fixation qui est largement décrit dans la littérature, des régulateurs du quorum, donc la CER et HLR. Et par une approche donc, de 5' race, Thibaut a montré qu'effectivement il y avait un transcrit qui commençait à la taille attendue par rapport à ce régulateur-là. Mais quand on a fait cette analyse in silico, on s'est aperçu d'autre chose, c'est qu'en fait les 2 autres promoteurs externes putatifs, puisqu'ils étaient prédits, on pouvait retrouver le consensus de fixation d'un autre régulateur qui est FUR. Alors FUR, c'est un régulateur qui permet de réguler en fait l'homéostasie du fer chez les bactéries en conditions environnementales ou dans le cas de l'infection. Et FUR en présence de fer est capable de se fixer sur la boîte -10 des promoteurs qui régulent, de sorte à empêcher l'expression. Et donc nous, typiquement, on se retrouve avec 2 promoteurs qui pourraient être réprimés par FUR.